journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à la rétrospective de l'actualité de cette semaine. Au sommaire, province du Nord Kivu à Goma, à travers une marche qui l'a menée jusqu'à la frontière RDC-Rwanda, la population a demandé la condamnation de la communauté internationale de l'agression rwandaise par le biais du M23. Le 2 novembre a marqué la célébration de la journée mondiale de la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé la mobilisation des Congolais face à la guerre d'agression rwandaise via le M23 dont la RDC est victime. Il a déclaré que c'est le moment pour les politiciens congolais de taire leurs divergences politiques et à soutenir les FARDC. Selon ce qui a été rapporté principalement par la radio Okapi, des centaines de manifestants munis de bâtons et de branches d'arbres ont pris d'assaut toutes les artères de la ville. La manifestation qui se voulait pacifique a totalement dégénéré en fin de matinée lorsque les manifestants venus de plusieurs quartiers de Goma, exaspérés de colère et scandant des slogans hostiles au gouvernement rwandais, se sont massés au niveau de Birere avant de s'ébranler vers la petite barrière à la frontière avec le Rwanda. Là, ils ont été bloqués par un important dispositif de la police y déployé tôt le matin. Une autre foule compacte de manifestants, aussi munis de bâtons, de croix et couverts de branches d'arbres, ont, pour leur part, pris d'assaut l'artère principale communément appelée Kanyamuhanga. C'était pour déboucher vers la grande barrière où ils se sont également heurtés à la résistance de la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Signalons que toutes les activités socio-économiques ont été complètement paralysées. Certaines banques ont fonctionné, mais à guichet fermé avant d'être obligées de fermer leurs portes au regard de la tournure que prenait cette marche de la société civile. Cette marche de cette structure intervient au lendemain de la manifestation spontanée d'un groupe de jeunes de la société civile et des mouvements citoyens dans les rues de Goma la veille. Ces derniers ont brûlé le drapeau du Rwanda à la Grande Barrière. Cette action a fait suite à la décision du Conseil supérieur de la défense demandant au gouvernement congolais d'expulser Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiel du Rwanda en poste en RDC. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe. Toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie.
Parce que beaucoup de pays sont impliqués. J'allais dire, ce pays, le Congo, est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses. Ça, c'est clair. Si le Congo n'était pas un des pays qui recèle, que ce soit par son sol ou son sous-sol, ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de matières premières et de minéraux rares, le coltan. Prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile, son laptop ou son ordinateur. Le seul Kivu, région combien sensible à ces massacres, en recèle 70% des réserves mondiales. Ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux. Sa forêt, la plus grande du monde après l'Amazonie, qui se rétrécit, son fleuve qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement, le deuxième du monde après l'Amazone, la terre congolaise sur l'équateur qui permet 2 récoltes par an. Donc s'il y avait des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables convenables, mais ça serait un exportateur évidemment en termes agricoles. Ce pays devrait être un dragon, un pays de référence, un des grands pays importants et de l'Afrique. Or, il n'est pas classé parmi les pays les plus pauvres. Et ce pays a fait l'objet de prédations évidemment multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête, c'est évident. À commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre, c'est bien expliqué dans le film, je pense. Des pays comme l'Ouganda, le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo, au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux. On voit qu'à Kisangani, il y a eu une guerre pour s'approprier les richesses diamantifères entre 2 puissances occupantes, et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais. Des caucus des députés nationaux ont échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans son cabinet de travail autour de la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. À l'issue de cette rencontre, le président des caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Amidi Singoma, a souligné qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements des populations suscités par l'agression rwandaise. Les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, le territoire de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Et d'autres endroits que je n'ai pas cités ici. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est affligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement, à l'échelle du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Il s'y est dénoté que les caucus des députés nationaux du Nord Kivu a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son oreille attentive face à cette situation avant d'exprimer de vive voix son soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la RDC engagées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire national. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, s'est exprimé devant les commissions parlementaires défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'objectif, faire devant les élus du peuple membres de cette commission l'état des lieux de la situation qui prévaut au front dans les territoires de Rutshuru particulièrement, où les FARDC luttent contre la coalition RDF M23. À l'issue de cet exercice républicain des redevabilités, le ministre Gilbert Kabanda s'est exprimé en ces termes. Cette séance que je viens d'avoir avec les 2 commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît,
et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. Notez que les membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, les députés Shadrach Baïtsoura et Solange Masumboko, ont, après avoir suivi les explications du ministre de la Défense nationale, reposé l'augmentation des effectifs dans l'armée nationale dans le souci de constituer une armée homogène. En ce mercredi 2 novembre 2022, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre l'impunité de crimes commis contre les journalistes en RDC. L'ONG Journalistes en danger, GED, a rendu public son rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et la liberté de la presse dans le pays. Dans ce rapport, GED note une hausse de chiffres par rapport aux années antérieures. Pour cette année 2022, GED a enregistré 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse répartis comme suit. 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 agressés, 17 médias ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés, 1 journaliste tué. Ce même rapport signale aussi les menaces et les pressions exercées notamment sur les correspondances de la presse internationale se sont multipliées. Par ailleurs, cette hausse de chiffres s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'environnement politique et sécuritaire marqué par des conflits armés à l'est du pays, l'existence d'une loi sur la presse répressive et vieille de plus de 2 décennies qui criminalise les délits de presse. Face à cette situation alarmante, le GED a formulé quelques recommandations prioritaires pour lutter contre ces menaces en RDC, reformer sans délai la loi actuelle sur la presse en consacrant le principe de la dépénalisation des délits de presse et enfin doter la RDC d'une loi d'accès à l'information publique. En présence des honorables députés et sénateurs, les ministres d'État en charge du budget, les ministres du commerce extérieur, les ministres des transports et voies des communications, ministres de la culture, arts et patrimoine, les vice-ministres du budget, les membres de l'administration publique ainsi que plusieurs autres invités que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé que le guichet unique intégral du commerce qui a été institué par le décret numéro 15/019 du 14 octobre 2015, dont l'objectif est de rationaliser les opérations de prédédouanement en ce qui concerne les commerces extérieurs. La campagne de sensibilisation et de vulgarisation de la réforme du guichet unique intégral vise à obtenir l'adhésion totale de tous et de tous les acteurs, tant publics que privés, pour agir autrement qu'auparavant, réduire le délai de traitement, réduire la fraude, minimiser les coûts et optimiser les recettes publiques dans l'intérêt général. Ainsi, je déclare lancer la campagne qui se déroulera dans l'ouest, l'est et le sud de la République démocratique du Congo. Jean-Lucien Boussa, le ministre du Commerce extérieur, n'a pas manqué de livrer ses impressions. Le guichet unique du commerce extérieur, placé sous l'autorité du ministre du Commerce extérieur, dans sa réunion de commerce de sa télévision, est une opportunité non seulement pour le gouvernement, mais aussi et surtout pour les acteurs économiques dans le sens que c'est une facilité permettant aux parties impliquées dans le commerce extérieur et le transport
et déposer des informations et des documents normalisés auprès d'un point d'entrée unique en vue de remplir toutes les formalités officielles liées à l'import, à l'export et au transit. Mesdames et messieurs, à ce titre, les acteurs publics et privés impliqués dans les opérations du commerce extérieur et du transport verront les délais de traitement de leurs dossiers et leur coût réduit de manière significative. Notons que le comité de pilotage du guichet unique intégral du commerce extérieur est composé du ministre d'État en charge du budget, du ministre du commerce extérieur et du ministre des Transports et voies des communications. Dans son speech à l'occasion de ces grands rendez-vous du numérique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, tenant compte du contexte de guerre dans l'Est, a condamné l'agression rwandaise tout en saluant la détermination du commandant suprême. Entrant dans les vifs du sujet, le chef du gouvernement a indiqué que le numérique devient de plus en plus incontournable. Le travail d'implémentation touche en effet à son terme. Il y a lieu également de relever les efforts que fournit le gouvernement pour la lutte contre la fracture numérique, en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base en milieux locaux et périurbains. Il a par ailleurs évoqué la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions, des recensements d'enrôlement et de l'identification de la population afin de doter les pays d'un fichier général. Sultan Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, rassuré qu'on a vu à Mbuji-Mayi lors de la visite d'inspection des projets pilotés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. À l'hôpital général de référence de la Mouya, Félix Tshisekedi a été informé que ce chantier, à ce jour, a atteint 99% des grosses œuvres et 77,9% de ces grandes œuvres, ce qui fait la moyenne de 86,46% d'exécution physique des travaux. Après la démolition totale du bâtiment principal, au total, 11 bâtiments dont 10 ont été construits et un a été rénové. Et une particularité est à relever, le bâtiment principal est construit en étage. Dans la vision de la modernité, l'hôpital général de référence de la Mouya comptera 9 services tels que le bloc gynéco-obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, les soins intensifs et le laboratoire. On y aménage aussi des locaux pour les services généraux. Un nouveau mur de clôture avec 2 accès a aussi été construit. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. Un autre chantier visité par le président de la République, c'est le complexe scolaire du 4 janvier qui accueille déjà les élèves depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Sur financement du FPI, ce chantier a atteint à ce jour 100% des grosses œuvres et 90,7% de ces grandes œuvres.
ce qui fait une moyenne d'un taux d'exécution physique des travaux de 95,35%. Ici aussi de relever que le projet de ces infrastructures modernes seront équipées de toutes les fournitures et installations adéquates et il est également prévu l'approvisionnement en eau par forage doté d'un mini-réseau de distribution pour desservir la population environnante, y compris la construction des bornes fontaines. Pour rappel, c'est au mois d'août 2021 que ces travaux avaient été lancés sous un financement intégral du Fonds de promotion de l'industrie. À vous remercier très sincèrement, tous ensemble, pour le travail abattu tous ces jours, afin de donner à la nation un texte consensuel, adopté unanimement par tous les acteurs. Je vous félicite tous, venir représenter tous les horizons de notre société congolaise pour vos efforts conjugués. L'heure de la gouvernance locale forte et efficace vient de sonner en province de l'Ituri. Pendant 3 jours de travaux intenses, au cours desquels les gestionnaires des entités territoriales décentralisées ont examiné cas par cas tous les problèmes liés à la gouvernance locale sur le plan sécuritaire, administratif, budgétaire et développement socio-économique. Un travail de fourmi qui a abouti à des recommandations claires et pertinentes. Les problèmes majeurs ont été identifiés par domaine, ont été formulés et adoptés par les participants en plénière. Conflit foncier, recommandations, produire un plan d'aménagement conformément aux besoins exprimés par la population locale. Responsable, ministère d'aménagement du territoire. Sécurité et maintien de l'ordre. Recommandations, accélérer le processus de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire à travers le PDDRCC. Restaurer l'autorité de l'État dans certaines entités. Responsable du gouvernement provincial et du gouvernement central. Pour le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, gouverneur de province, à ce stade où chacun connaît sa responsabilité et ses attributions conformément aux textes légaux, la situation ne doit pas demeurer statu quo. Pour s'y faire, un comité de suivi doit être mis en place, a insisté l'autorité provinciale. Pour ma part, en ma qualité de gouverneur, je veillerai scrupuleusement à ce que la bonne gouvernance soit la règle dans la gestion de nos entités territoriales décentralisées. À cet effet, tous les outils de gestion seront actionnés dans nos efforts pour améliorer la gouvernance locale. La tenue de cette conférence provinciale de la territoriale est un vrai coup de pouce pour l'Ituri, estime le participant. Je peux donner un exemple concret. Pendant qu'on parlait encore des receveurs comptables, mais non, la loi des finances parle des comptables. Et donc ça, c'est déjà un point très important. Et je crois que la façon de gérer l'entité va quelque peu changer. Ces matières vont nous aider vraiment comme chefs des entités à améliorer notre condition de travail et surtout à accompagner l'état de siège parce qu'il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Notons que cette conférence organisée par l'administration militaire avec l'appui de VNG International vient matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont les soucis majeurs restent la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre regroupés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot de vivres constitué des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, Maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. Oui, messieurs les journalistes, nous avons été envoyés par son Excellence, messieurs les gouverneurs des provinces, le lieutenant général Ndima Komba Constant, pour venir assister les déplacés de la guerre de Rutshuru. Depuis hier, il a été lui-même sur le terrain, où il a amené le premier secours qui était composé de jus et de biscuits.
Et après son arrivée ici, il a été très attristé, qu'il s'est dit aujourd'hui, il doit encore revenir pour assister de plus les déplacés. Et déjà notre présence en ces lieux, c'est pour témoigner combien de fois leur situation nous attriste et nous les encourageons à demeurer très forts, mais aussi à faire confiance à nos militaires qui se battent jour et nuit sur les fronts là à Rutshuru. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ces 14 396 ménages de nos compatriotes ayant fui la guerre. Depuis dimanche 31 octobre dernier, l'eau potable fournie par la Régie des eaux ne coule pas de robinet de plusieurs parcelles, dans de nombreuses avenues, dont l'avenue Bankou, du vaste quartier Mombélé, dans la commune de Limete. Les habitants, plus les jeunes gens ainsi que les dames, sont obligés de parcourir plusieurs centaines de mètres pour s'approvisionner en ces précieux liquides dans ce coin de la capitale. Il y en a qui vont dans les rares avenues du dit quartier où l'eau coule encore et d'autres traversent carrément la chaussée Kikwiti en réflexion à toutes les heures de la journée, voire la nuit, pour commander aux habitants de la commune d'Ingaba cette denrée indispensable aux besoins quotidiens de toutes les familles. Jusqu'ici, la véritable cause de cette interruption des fournitures d'eau n'est pas connue et la Régie des eaux n'a pas averti ses nombreux abonnés de Mombélé que pareille situation surviendrait pour qu'ils prennent leurs dispositions. La balle est donc dans le camp des autorités afin qu'elles s'impliquent pour alléger la souffrance de cette fraction de Quinois qui vivent maintenant comme les Congolais de l'arrière-pays où se procurer de l'eau impose d'énormes peines aux habitants. Razak tarde à dégager, ballon récupéré. En prévision de la 7e édition du championnat d'Afrique des nations de football CHAN qui va se disputer du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, le staff technique de Léopard A-Prime ne dort pas sur ce laurier. Pour mettre les joueurs dans des conditions optimales de réussir ce championnat, le sélectionneur principal de Léopard A-Prime, Otis Ngoma, a publié mardi 1er novembre la liste des 41 joueurs présélectionnés pour le stage de Turquie. Un stage de 7 jours qui commencera le 14 pour s'achever le 21 novembre 2022 et qui verra la sélection A-Prime congolaise livrer 2 rencontres amicales, la première contre la Gambie et la seconde face au Niger, respectivement le 17 et 20 novembre. 5 gardiens ont été retenus, notamment Siadi Bagio de Tout-Puissant Mazembe et Jackson Lunanga de l'AS Manema Union. 12 défenseurs dont Kevin Mondeko Zatou de Tout-Puissant Mazembe, Fingi Magema de l'AS Vita et Mukeka Kabala de l'US Tchenkunku. Ce sera samedi, le match est terminé. Victoire. À la deuxième journée de la deuxième édition de la Ligue des champions féminines de la CAF qui se joue à Marrakech au Maroc, les choses ont mal tourné pour la formation féminine du Tout-Puissant Mazembe aux prises avec Bayelsa Queens du Nigeria. Score du match qui s'est joué au grand stade de Marrakech, 2-0 pour la formation nigériane. Ogoma Joseph a marqué le premier but de Bayelsa Queens sur penalty et Grace Igboamalu leur deuxième but. La gardienne du tout-puissant Mazembe, Brigitte Ngamita, a réalisé 8 arrêts dans le match, c'est qu'aucune gardienne dans le tournoi n'a fait jusqu'à présent dans un seul match. Bayelsa Queen a effectué 11 tirs cadrés sur un total de 22 tirs au but. Le tout-puissant Mazembe a quant à lui tiré 4 fois au but. Par ailleurs, le tout-puissant Mazembe est obligé de gagner sa dernière rencontre face à Mamelodi Sundowns qui est déjà qualifié après sa deuxième et large victoire face aux Égyptiennes de Wadi Degla par 5-0. Celles-ci ont encaissé leur second échec après la défaite 1-0 contre le tout-puissant Mazembe. Pour ceux qui viennent à peine de se brancher sur BSC TV, voici le rappel des titres.
province du Nord Kivu, à Goma, à travers une marche qui l'a menée jusqu'à la frontière RDC-Rwanda, la population a demandé la condamnation de la communauté internationale de l'agression rwandaise par le biais du M23. Le 2 novembre a marqué la célébration de la Journée mondiale de la fin de l'impunité contre les crimes commis contre les journalistes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé la mobilisation des Congolais face à la guerre d'agression rwandaise via le M23 dont la RDC est victime. Il a déclaré que c'est le moment pour les politiciens congolais de taire leurs divergences politiques et à soutenir les FARDC. Restez fidèles au programme de BSC TV. Bon week-end à vous tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.